Bonjour. Le philosophe Alain disait: écrire est toujours un art plein de rencontres. La lettre la plus simple suppose un choix entre des milliers de mots, dont la plupart sont étrangers à ce que vous voulez dire. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Art et Lettres France Benjamin, député de Viau et homme de lettres, né à Port-au-Prince, à Haïti. Il vit à Montréal. Il participe activement à la vie sociale et culturelle montréalaise. Il a publié chez Mémoire d'Encrier 2 recueils de poésie d'Errance en 2004, 24 heures dans la vie d'une nuit en 2010. Il a également co-dirigé Montréal vu par ses poètes avec l'auteur et poète Rodney Saint-Éloi en 2006. Puis il a publié Une femme à la mer, son premier roman paru à l'automne 2016. Tout récemment, France Benjamin a participé à une initiative de l'Assemblée nationale du Québec, une exposition La Plume et le Verbe, ces parlementaires qui écrivent. Nous allons parler de ça, évidemment, dans les prochaines minutes. Kamal Benkiran avec vous, mesdames et messieurs. Bienvenue avec nous chez Art et Lettres, ici Télévision. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, France. Merci Kamal. C'est un plaisir d'être avec toi. Donc, merci aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Donc, merci pour cette invitation, cette belle invitation à parler de choses qui nous passionnent. Qui nous passionne, évidemment. C'est toujours un plaisir de te recevoir, d'autant plus que j'apprécie personnellement non seulement le député, l'homme engagé, mais l'homme de lettres. J'ai lu vos livres. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous parler, d'autant plus qu'on a collaboré dans une autre vie, il faut le dire. Alors, dans un premier temps, prenons quelques minutes de parler de vos livres, justement. Publié chez Mémoire d'Encrier en 2004, le premier d'Errance, un recueil de poésie, une célébration de la vie à travers la poésie. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Absolument, tout à fait. C'était la prétention de ce recueil, donc qui était celle vraiment de célébrer la vie à travers différentes thématiques, que ce soit l'exil, l'enracinement, les rencontres, l'amour, la liberté. Donc, autant de lieux poétiques où je crois que j'ai eu comme poète l'opportunité de dire ce que je ressentais à ce moment-là. D'ailleurs, dernièrement, en relisant un vieil exemplaire que j'ai, donc je me suis dit, sur quelques thématiques que j'ai abordées dans ce recueil-là, je me suis dit, écoutez, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on a déjà dit, qu'on ne peut-être dirait plus de la même façon, ou encore on dit, peut-être c'est d'autres émotions, mais toujours un retour sur soi. Oui, c'est un retour sur soi, exactement, voilà. Parfait. C'est un premier recueil suivi de 24 heures dans la vie d'une nuit, un titre fascinant, 24 heures dans la vie d'une nuit, une exploration de la nuit sous ses formes diverses, où émerge justement un univers merveilleux de fantasmes. C'est un petit résumé de ce livre. Mais voulez-vous nous en dire plus? D'abord, qu'est-ce qui a motivé d'écrire ce livre et quel est justement le sens qu'il faut qu'on comprenne de ce titre? Alors, 24 heures dans la vie d'une nuit, c'est un recueil, contrairement à d'Errance, qui était plutôt un recueil joyeux, lumineux. 24 heures dans la vie d'une nuit, c'est un recueil tissé à partir de 2 grands drames que j'allais connaître, 2 drames successifs. Dans un premier temps, la perte de ma mère, et dans un deuxième temps, le tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010. Oui, en 2010, voilà. Et ce sont 2 drames douloureux. Donc, d'ailleurs, dans le recueil, c'est vraiment tout le premier segment et parle de cette perte du premier amour qu'est notre mère. Oui. Donc, et dans le deuxième chapitre, dans le segment, si on veut, qui s'appelle Secousse, j'aborde justement tout le rapport sentimental, amoureux que j'ai avec Haïti, mais aussi le rapport particulier qui peut être assez fragmenté aussi dans mes relations avec ma terre natale. Donc, alors, c'est avant tout ça, d'Errance. Alors, lorsque mon éditeur a lu mon manuscrit, il m'a dit, écoute, Franz, je pense que là, tu as quelque chose à dire, qui serait quelque chose à dire va être différent
des autres, mais voilà, Oui. c'est un peu beaucoup ça, 24 heures dans la vie d'une nuit. Et la nuit est devenue pour moi le lieu, non seulement le lieu du sommeil, mais le lieu du silence. Oui. Le lieu du silence avant tout. Avant tout. Et puis vous êtes projeté dans le roman Une femme à la mer, un roman paru en 2016, c'est bien ça? En fait, Une femme à la mer, c'est un roman annoncé, mais qui n'est jamais paru. Annoncé, qui n'est jamais paru. Qui n'est jamais paru, parce que, évidemment, au moment où ça devrait être annoncé, j'avais d'autres projets littéraires sur lesquels j'ai eu à travailler. Et je devais revenir auprès du comité éditorial de ma maison d'édition sur une version revisitée de mon manuscrit. Donc, tu sais, tu connais très bien ces trucs-là, Kamal. Donc, donc je n'ai pas eu le temps de revenir, et puis manque d'intérêt aussi sur cette réécriture demandée d'un segment du projet de roman. Je l'ai mis de côté, pas définitivement, mais en espérant pouvoir y revenir un jour. Mais en attendant, la poésie occupe tout mon temps. Je me suis dit, ben, pour ce qui est de ma vie de romancier, ce sera peut-être un peu plus tard. Mais pour le moment, c'est le poète qui prend le pas. Mais est-ce qu'on commence d'abord par la poésie pour devenir romancier, de votre point de vue, France? Ah ben écoutez, je pense que ça dépend des uns et des autres. Je connais quelques romanciers qui ont commencé par être romanciers et puis pour tâter de la poésie. Par exemple, je sais que par exemple quelqu'un comme Dany Laferrière, Dany c'est un romancier, il s'est établi comme romancier. Mais cependant, Dany est aussi à tâter de la poésie aussi parce que il a toujours été, nous dit-il, en amour avec les poètes. Et donc, quand on lit, par exemple, ce fameux roman qui a eu le prix Médicis, et dont le titre m'échappe, ce roman-là, c'est un recueil de poésie. C'est un recueil de poésie, mais sous les traits d'un roman. Oui, la poésie, elle est toujours dans le roman, dans le fond. Exactement. Mais quant à moi, je crois que je me trouve comme créateur plus à mon aise comme poète. J'ai cette grande liberté autour des mots, autour de l'émotion que j'ai avec la poésie, que je n'ai pas eu avec le roman. Parfait. Excellent. On va faire une pause publicitaire et on vous revient dans les prochaines minutes, toujours avec notre invité France Benjamin. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres. On accueille France Benjamin, député, homme de lettres. C'est le genre de personnes qui ont pu fusionner entre politique et littérature. On va parler de ça plus en détail. Mesdames et messieurs, il y a une fascinante exposition qui s'est passée en septembre 2020. Vous avez pris part à cette exposition en France, l'exposition La Plume et le Verbe. Ces parlementaires qui écrivent, c'est une initiative, justement, comme je l'ai mentionné au début, à l'Assemblée nationale. Voulez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce qui a justement motivé la création ou l'initiation justement de cette initiative de regrouper des parlementaires qui écrivent? Ben alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire de l'Assemblée nationale du Québec, il y a eu plusieurs parlementaires qui ont tâté la plume à divers titres, que ce soit comme romancier ou comme poète. Plus près de nous, pensons par exemple à des personnes comme Gérald Godin, par exemple, qui a été poète et qui est toute sa vie durant, et qui a été parlementaire, ministre aussi du gouvernement Lévesque. Et il y a eu d'autres écrivains. Alors, l'Assemblée nationale a pris l'initiative de mettre en lumière ces parlementaires, justement, qui sont des écrivains, donc qui sont des écrivains qui ont publié un ou plusieurs livres. Et actuellement, au Parlement, donc nous sommes, je crois, 7 parlementaires sur 125. Nous sommes des écrivains, donc nous avons publié des livres d'histoire, des biographies, des romans ou, dans mon cas, des recueils de poèmes. Alors, je fais partie de ces 7 écrivains-là, donc il y a une exposition qui nous a été consacrée et qui a été surtout consacrée à nos œuvres. Et moi, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, dans mon discours d'ouverture, dans mon discours d'inauguration, et tout de suite, j'ai campé ma posture par rapport à ma posture de poète au sein de l'Assemblée. Parce que je crois que définitivement, l'Assemblée nationale du Québec, le Québec a besoin de plus de poésie. Et c'est en ce sens que j'ai amené la poésie.
Et cette exposition a donné à voir à ces écrivains-là, qui sont actuellement des députés à l'Assemblée nationale, mais à d'autres aussi, qui ont été députés auparavant. Les gens peuvent encore découvrir leurs créations, leurs perspectives. C'est une exposition, je crois, où on combine la parole de ces écrivains-là et en même temps leurs œuvres aussi. Une exposition qui a été très bien faite et dans le contexte justement de la pandémie, exposition virtuelle que les gens peuvent découvrir encore sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, c'est une réalisation de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec en passant. De la Bibliothèque de l'Assemblée nationale qui a regroupé donc des auteurs, des poètes qui écrivent. Est-ce qu'elle a duré juste le mois de septembre ou bien est-ce qu'elle est virtuelle, encore consultable sur le net Absolument, encore consultable sur le net. C'est ça la beauté du virtuel, c'est que une fois que les choses s'installent sur le virtuel, donc il faut poser un geste volontaire pour les enlever, sinon ça reste. Donc, alors oui, les gens peuvent encore découvrir cette belle exposition, La plume et le verbe, donc les parlementaires qui écrivent. Donc, et c'est vraiment une belle exposition. Et les gens peuvent découvrir d'autres parlementaires. Je pense entre autres à Catherine Dorion, qui est députée. J'ai vu Christine Saint-Pierre aussi. Christine Saint-Pierre, évidemment. Christine Saint-Pierre qui vient d'ailleurs tout juste de publier sa biographie, donc une autobiographie. Donc, très, très bien fait, de belles factures d'ailleurs. D'accord. Vous venez de dire quelque chose de très intéressant concernant les poètes qui devraient être justement dans un parlement, parce que l'avancement des idées aussi pourrait venir des gens de lettres, des hommes et des femmes de lettres, parce que ça permet à la société d'avancer avec ses idées. Nous avons votre cas qui est un modèle. Mais ma question, elle est inévitable, justement. Est-ce que c'est facile d'être un homme de lettres, de te passer facilement au stade de la politique? C'est pas évident. C'est pas évident parce que souvent, il y a des lieux communs, des sous-entendus. On pense que la sphère politique, c'est une sphère qui serait réservée, par exemple, à certaines catégories de vocations ou de métiers ou de professions. Ce serait réservé aux avocats, aux comptables. Oui, c'est figé. Alors, aux économistes. Oui, bien sûr, ça prend aussi des avocats, des économistes, des comptables, mais ça prend aussi des écrivains, ça prend aussi des médecins, ça prend aussi des ingénieurs, ça prend aussi toutes sortes de monde. Et le Parlement se veut et surtout doit être le reflet de la population. Et c'est dans ce sens que les 125 parlementaires que nous sommes à l'Assemblée nationale, nous sommes d'horizons divers. Et je pense que c'est la somme, c'est l'addition de toutes ces voix, de toutes ces sensibilités. Et j'ose dire sensibilité pour nous les poètes, que nous amenons à l'Assemblée nationale, qui fait en sorte que, justement, que nous avons une Assemblée nationale plus représentative de la population québécoise, avec justement des poètes aussi au sein de l'Assemblée nationale. Des poètes qui rejoignent justement des poètes et des auteurs qui étaient avant. Est-ce qu'il y avait un patrimoine encore d'auteurs parlementaires, de poètes qui avaient écrit avant et qui sont toujours consultables sur le net pour les gens, pour les curieux qui veulent découvrir? Oui, je pense que ça existe. Je ne pourrais pas peut-être maintenant faire toute la nomenclature, mais je viens d'évoquer, par exemple, dans le cas du Québec, dans le cas de quelqu'un comme Gérald Gaudin. Au fédéral, ils ont quelque chose d'intéressant. Je ne peux pas te parler de tous les poètes de la Chambre des communes, mais je peux te dire, ils ont un programme qui s'appelle le poète de la Chambre des communes. Donc, magnifique, le poète de la Chambre des communes, très bien. Voilà, c'est quelqu'un qui est retenu et qui est le poète à certains événements au fédéral. Cette personne-là est appelée à participer à la création d'un texte original, donc le poète de la Chambre des communes. Et dans d'autres parlements, il y a eu des gens qui ont été poètes. Je pense entre autres au grand Aimé Césaire, par exemple, qui a été député à l'Assemblée nationale française et qui a été maire de la Martinique pendant plus d'une quarantaine d'années, grand poète. Je pense à Léopold Sédar Senghor. Qui est devenu président, du Sénégal. Pour le Sénégal. Et on pourrait parler de beaucoup d'autres artistes créateurs, donc, qui sont des écrivains, des poètes, qui ont fait parler leur sensibilité et qui ont gagné la sphère publique, la sphère politique en particulier, et qui ont fait du bon, de l'excellent travail. Excellent. Et puis qui ont, comme vous dites, qui ont participé avec leur sensibilité particulière en passant au stade de la politique. Encore une pause et on vous revient tout de suite, mesdames et messieurs, restez avec nous.
On est de retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres. Chez Ici Télévision, on parle avec France Benjamin. Continue de parler avec France, justement, homme de lettres, député de Vio. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de vos engagements politiques, de vos engagements surtout à Saint-Michel, la communauté à laquelle vous appartenez. J'ai été personnellement témoin de l'ampleur du travail que vous faites, très apprécié dans le milieu. Ce dévouement est tout à votre honneur. Et puis, on a vu qu'il y a beaucoup de réalisations. Puis, il y a surtout un dévouement pour le secteur où la réussite éducative des jeunes. Donc, c'est un dévouement qui date de longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à ce niveau? Je pense que merci encore, Kamal, de souligner cette appartenance profonde que j'ai à ce quartier, à ce milieu. C'est un quartier qui m'a tant donné et que je sers avec tout ce que je suis comme personne, tout ce que je suis comme citoyen. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois que toutes les questions relatives à la réussite éducative des jeunes doivent être au cœur de nos préoccupations comme société, surtout en raison de cette pandémie que nous traversons. Et il y a beaucoup d'enjeux qui touchent les jeunes en particulier. Des enjeux par rapport à la santé mentale, des enjeux par rapport à la persévérance scolaire, des enjeux par rapport à la réussite éducative. Alors, ce sont des enjeux qui m'ont toujours préoccupé parce que je considère que je suis moi-même, si je suis moi-même député à l'Assemblée nationale aujourd'hui, poète, je le dois pas seulement à mon travail d'individu sur moi-même, mais je le dois aussi à la somme des rencontres que j'ai eues dans ma vie, par des parents extraordinaires qui m'ont entouré, mais aussi par un milieu. J'ai eu la chance d'avoir des enseignants extraordinaires et d'évoluer aussi auprès d'organismes communautaires qui m'ont su apporter un peu plus que ce que je recevais encore. Et je crois que lorsqu'on a reçu autant, c'est notre devoir de redonner. C'est notre devoir de redonner. Et ce que j'essaie dans mon travail, c'est de redonner. De redonner à travers, par exemple, un fonds comme le fonds 1804 pour la persévérance scolaire, pour soutenir la persévérance scolaire. De redonner à travers, par exemple, des organismes comme Carrefour Jeunesse Emploi, comme le Centre Lassalien que je viens de visiter il n'y a pas si longtemps, sur les enjeux de réussite éducative des jeunes de la communauté michelloise. Donc, c'est ce que nous faisons au quotidien, accompagner les organismes qui, eux, sont sur le terrain au quotidien, qui soutiennent nos jeunes et les familles aussi. Très bien. Alors, France, on s'entend qu'on est en période de pandémie. Il y a beaucoup de crispations aussi dans l'actualité, racisme systémique, loi 21, etc. Comment est-ce que vous regardez présentement la communauté de Saint-Michel? Comment est-ce que vous l'évaluez? À quel point elle a évolué? Est-ce que beaucoup de revendications ont été réalisées? Quelle est votre lecture à ce niveau? Ma lecture, c'est une lecture qui est à la lumière de ce que j'ai vécu au cours des dernières semaines, des derniers mois dans Saint-Michel. Par rapport à la pandémie, c'est un quartier qui a été très touché notamment au niveau de la crise sanitaire, mais aussi au niveau de la crise économique aussi. Il y a des gens, beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Et ça, qu'on se souvienne aussi, ce sont des facteurs qui s'ajoutent déjà aux enjeux que nous avions déjà dans le quartier. Donc, les enjeux, par exemple, question de comment nous assurer, par exemple, qu'un maximum de citoyennes et de citoyens de Saint-Michel puissent contribuer à la vitalité économique québécoise à la hauteur de leurs compétences, par exemple. Ça, c'est un enjeu qui datait d'avant la pandémie et c'est encore un enjeu encore plus d'actualité. Aujourd'hui, comment s'assurer, par exemple, que les gens qui ont un emploi, qui ont la chance d'avoir un emploi, ces gens-là puissent pouvoir se réaliser pleinement parce qu'ils sont des parents, mais parce qu'ils sont tout simplement des citoyens. Donc, et ça, ce sont des enjeux véritables. Et en matière de santé, de santé publique, et bien sûr, on a pris plusieurs initiatives pour soutenir la collectivité, mais ce n'est pas suffisant. Et au niveau du développement du quartier, on a encore des enjeux en matière de logements sociaux, on a encore des enjeux en matière de développement économique. J'ai parlé de la réussite éducative, mais aussi, on a des besoins aussi d'infrastructures. On a besoin des infrastructures pour soutenir mieux la collectivité. Par exemple, comment nous assurer qu'un quartier comme le quartier Saint-Michel, puis que nos enfants puissent avoir les meilleures écoles en termes d'infrastructures pour favoriser la réussite éducative. Comment faire en sorte que, par exemple, s'assurer qu'il y a des infrastructures communautaires, de loisirs, culturels et éducatifs qui puissent accompagner les familles et les aînés de Saint-Michel. Donc, en parlant justement de l'éducation,
on parle automatiquement aussi de culture, parce que l'éducation, on s'entend que la culture et l'inclusion de la culture par le livre et par la culture jouent un rôle Bien important. sûr. Qu'est-ce qui a été fait à ce niveau? Au niveau éducatif, évidemment, nous avons beaucoup de groupes communautaires qui sont sur le terrain, qui travaillent. Et il y a de véritables maillages qui sont tissés, par exemple, avec les écoles du quartier. Par exemple, je pense au maillage qui a été réalisé entre, par exemple, une école comme l'école Bienville, par exemple, qui est dans le nord du Oui. quartier Saint-Michel, avec, par exemple, un organisme comme la Maison d'Haïti ou Monristo, par exemple. Je pense au Centre La Salien de Saint-Michel, avec l'école Louis-Joseph Papineau, par exemple. Papineau, oui. Mais ce que nous avons besoin de créer un continuum de services au niveau éducatif et culturel pour les jeunes de Saint-Michel. C'est-à-dire que le jeune, lorsqu'il sort de l'école, il n'est pas laissé à lui-même, qu'il ne soit pas laissé tout seul. Que la culture, oui, bien sûr, il y a la bibliothèque de Saint-Michel, mais nous avons besoin d'avoir plus de plateaux culturels, plus de plateaux éducatifs dans le quartier pour l'ensemble des jeunes. Exactement. L'être un poète de Rilke, il posera une question à un jeune poète. Si tu devrais ne plus écrire, qu'adviendrait-il de toi? Si je te pose à toi la question, France, si tu ne devrais plus écrire, qu'adviendra-t-il de toi? C'est à toi là. Ah, je ne sais pas, mais c'est sûr que je n'aimerais pas ce qui adviendrait de moi. C'est sûr que c'est quelque chose que je n'aimerais pas parce que je crois que je peux, et c'est sûr que je cesserai un jour de faire la politique active, mais je suis poète, c'est mon identité première. Donc, alors, je ne peux pas être sans la poésie. Donc, alors, m'empêcher d'écrire, si je ne peux plus être poète, c'est comme me couper une main. Donc, alors, voilà. Une amputation. Alors voilà, c'était tout le temps qu'on avait. C'est un plaisir de discuter avec vous, France Benjamin, homme de lettres, député de Viau. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation en France. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous pour A et Lettres. Portez-vous bien. À la prochaine.